Et ben, normalement, je pense que nous sommes en direct. Voilà. Bonjour à tous. Je vais juste faire un petit test parce que des fois, on ne sait pas si tout le monde nous entend. Est-ce que tout le monde nous entend bien? Vous avez un petit chat en bas à droite qui vous permet en tout cas de remonter si ce n'est pas le cas. Et donc, sans message, en tout cas, qui nous dirait que ça ne marche pas, on va pouvoir commencer. En tout cas, ravi, Mickaël, de refaire ce talk avec toi, puisque du coup, on va vous présenter comment on a intégré le numérique responsable dans la refonte des apps de 20 minutes que nous sommes en train de refondre. Et c'est une conférence qu'on a jouée avec Mickaël au Web Today, qui est un événement nantais. Voilà, et donc du coup, ce qu'on vous propose, c'est de nous présenter brièvement avant de rentrer dans le vif du sujet. Je commence pour du coup te passer la main après Mickaël. Donc moi, Anaïs Vivion, donc je suis CEO et dirigeante et cofondatrice de BIAP. Et Mickaël, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, merci Anaïs. Ravi de refaire cette petite présentation avec toi. Donc moi, je suis Mickaël Fromentou, je suis directeur du développement numérique chez 20 minutes. Donc j'ai en charge toute la partie numérique, à savoir le développement de l'audience et des produits autour du site et de l'application. D'où notre échange avec Anaïs sur cette partie applicative. Je te laisse la main directement, Mickaël, pour nous introduire un peu le contexte de 20 minutes. Avec grand plaisir. Donc je vais commencer rapidement par une petite présentation rapide de 20 minutes. J'imagine que pas mal d'entre vous nous connaissent, sans pour autant, et c'est souvent le cas, de mesurer la puissance de ce média qui vient de fêter ses 20 ans en fin d'année l'année dernière. Donc 20 minutes, c'est 20 millions de lecteurs, donc le chiffre assez rond parfaitement, qui nous lit sur le print, le web, les applications. C'est une marque qui a été conçue pour être là où sont les gens, c'est-à-dire à sa genèse aux stations de métro, tramway. Donc je pense que vous avez tous été en contact avec 20 minutes. Et c'est un modèle qui est basé sur la mobilité, vous verrez pourquoi, la proximité et l'engagement. Donc, la marque 20 minutes, elle s'est construite autour d'un certain nombre de convictions qui nous semblent, nous, indispensables pour définir un cap, une proposition unique sur le marché de l'info. Donc, l'axe fondamental, vous le savez tous, c'est la gratuité. Ça fait vraiment partie d'un droit pour nous universel à l'info et ce qui a permis à 20 minutes d'émerger sur le segment de la news. Le deuxième axe, c'est une information non partisane pour permettre aux citoyens de faire des choix éclairés. Ça aussi, c'est un axe fort qui ressort beaucoup des enquêtes d'opinion et surtout en ce moment avec l'actualité qu'on entend, d'être non partisan, c'est un point essentiel qui revient souvent. Et enfin, on est indépendant. Alors, de par notre partenariat où 100% de nos actionnaires sont dans l'info, Ouest France côté ouest de la France, et Russell, nos actionnaires belges qui détiennent en France La Voix du Nord, entre autres, et en Belgique Le Soir également. Donc ça, c'est un point essentiel pour l'indépendance de notre média. Point important, donc la mobilité, forcément, c'est un sujet ultra central pour 20 minutes parce que vous avez connu le journal se lisait en mobilité, donc tout naturellement, c'est une marque qui s'est développée très vite sur la partie mobile. Aujourd'hui, c'est 13 millions de lecteurs qui nous lisent chaque mois sur nos supports mobiles, et donc ce qui représente à peu près 80% de notre audience numérique. Donc c'est un point essentiel. La proximité, forcément, elle se traduit de deux manières. D'abord géographique, parce qu'on va distribuer le journal dans 7 grandes agglomérations de France. Donc, on a à peu près 2600 points de diffusion du journal. Mais cette proximité, elle se traduit aussi d'un point de vue éditorial, parce que dans ces villes, on a des journalistes qui sont présents dans ces localités, qui nous permettent de remonter vraiment l'actualité au plus près de nos lecteurs. Et c'est vraiment une force par rapport à nos confrères, les médias nationaux, qui n'ont pas forcément de rédaction dans ces villes. Donc, ça nous permet vraiment de nous démarquer sur ce sujet-là. L'engagement de la marque, elle est importante. On a une politique RSE qui a été mise en place ces 2-3 dernières années, avec une charte qui a été signée par tous les collaborateurs. Donc, elle se veut exigeante et ambitieuse. Donc, ça, c'est un point très important pour nous. Le traitement inclusif de l'information,
qui est un point essentiel. On s'adresse aux jeunes, donc ça c'est une valeur forte dans le développement du média. Et surtout, vous verrez, on a encore les commentaires ouverts en bas de nos articles, ce qui est de plus en plus rare dans les sites médias. Je vous cache pas que c'est un sujet qui est pas simple à gérer, surtout en ce moment, après la guerre en Ukraine, après toutes les émeutes auxquelles la France a été confrontée, où c'est un sujet qui est extrêmement compliqué à gérer, la modération, mais ça fait partie de notre charte de laisser les gens s'exprimer tout en respectant quand même une charte qui est parfois pas facile à faire respecter. Les engagements de la rédaction sur ce sujet, c'est un point important. On produit des contenus pour informer et sensibiliser, et en particulier sur les sujets RSE. On a une rubrique Planète qui a été lancée en 2014, qui est déjà autour de l'environnement, et toujours dans un cadre. 20 minutes est là pour donner des solutions, aider, expliquer, avec des articles qui vont être concernants et permettre de trouver des solutions, d'améliorer en tout cas son empreinte carbone. Donc ça, c'est un point important. On fait beaucoup de dossiers réguliers sur des sujets qui touchent les jeunes, le cyberharcèlement, l'égalité homme-femme. C'est vraiment des sujets qui touchent nos lecteurs et qu'on va retrouver dans nos colonnes. Un point essentiel dans un engagement de la rédaction, c'est la diversité et la mixité des personnalités interviewées. On a un petit outil dans notre back-office qui permet de remonter chaque mois le nombre de personnes, nombre d'hommes, nombre de femmes qu'on interviewe, et voilà, on tend vers un équilibre sur ce sujet. C'est vraiment un engagement fort de la rédaction et qui se traduit aussi par un supplément c'est notre best-seller, on va dire, autour du handicap qu'on sort chaque année en septembre. Et il faut savoir que la rédaction est signataire de plusieurs chartes autour de l'engagement pour les femmes, l'égalité homme-femme, sur l'urgence écologique. Donc voilà, il y a pas mal de sujets. Cet engagement RSE, elle se traduit aussi, peut-être même surtout, sur toute notre partie plus technique, notre infra. Sur la partie numérique, on est depuis 2 ans sur une architecture qu'on appelle serverless, zéro carbone. Donc ça, c'est vraiment un point fort sur lequel mon CTO appuie, c'est qu'on consomme uniquement selon nos besoins, à l'inverse d'une architecture qu'on avait par le passé, où on devait anticiper des gros pics de trafic, les élections, des émeutes, des attentats, etc. Aujourd'hui, on a vraiment une architecture qui est corrélée au trafic qui est demandé. Donc ça, c'est un point essentiel pour ne pas surconsommer. Et on me dit qu'on a des data centers qui sont à 95% énergie renouvelable. Ça aussi, c'est un point important qui rentre dans notre charte RSE. Le papier, forcément, il est tracé, il est recyclé. On travaille que avec des impressions qui sont éco-responsables, donc qui ont la vignette imprime vert. Donc ça, c'est un point important. Et après, le sujet le plus compliqué, c'est quand même l'écosystème pub, où là, on le verra après dans notre projet de refonte d'applications éco-responsables. C'est le sujet où c'est le plus difficile à gérer, à mesurer. Nous, on essaye typiquement de travailler avec des acteurs qui vont compresser au maximum les images publicitaires. Sur les vidéos, on va compresser au maximum la partie de nos pré-rolls vidéo, etc. Donc, il y a une démarche là-dessus, mais je vous avoue que c'est le sujet le plus compliqué à gérer. Donc, si on rentre dans le vif du sujet, 20 minutes, le mobile, aujourd'hui, elle se traduit par 2 produits. On a un produit très puissant qui est le site web et mobile, 1,6 million de lecteurs par jour. Donc là, on est vraiment sur une audience qu'on va dire plutôt volatile. Les gens viennent quand même essentiellement par le SEO. Ils viennent pour consommer de l'actualité. Ils vont rentrer par un sujet d'actualité très fort et ils vont consommer environ 2,5 pages vues par visite. C'est un peu la moyenne qu'on rencontre. Face à ça, on a nos applications, donc qui aujourd'hui quand même touchent 0,5 millions de lecteurs par jour. Donc on est fiers, c'est pas rien. Mais là, on va être sur des utilisateurs qui vont être beaucoup plus engagés. Donc ça, c'est un point positif. Ils vont faire 6 à 7 pages vues. Ils vont pas venir uniquement pour l'actualité, comme pour le journal. Ils vont être là pour aussi faire son mot fléché, voir la météo, l'horoscope, etc. Et donc là, c'est vraiment des lecteurs sur lesquels on veut s'appuyer fort, on veut développer cette communauté parce qu'ils consomment plus de pages, parce qu'ils ont fait la démarche de télécharger l'application. Donc, on a vraiment une proximité très forte avec ces lecteurs-là. Donc, d'où le projet qu'on a pour essayer de répondre à leurs besoins. Aujourd'hui, le système applicatif de 20 minutes, il s'est réduit fortement ces dernières années avec 2 applications importantes. L'application 20 minutes d'actu sur Android et iOS.
l'application Le Journal qui permet au lecteur de retrouver en PDF notre journal et notre petit bac à sable qu'on a lancé avec Biap il y a 4 ans autour de 20 minutes light dont on parlera juste après. Donc c'est vraiment une décision d'avoir réduit énormément ce parc parce que Anaïs, je me souviens qu'au début, qu'on a travaillé ensemble, ça va faire bientôt 10 ans, on avait le Bada de Samsung, le Windows Phone de Microsoft, les BlackBerry et compagnie. Donc on avait une multitude d'applications, plus d'une dizaine. Mais c'est là que, heureusement que la plupart étaient quand même financés par tous ces acteurs, mais quand on s'est rendu compte qu'il fallait les maintenir, tout ça derrière devenait un gouffre financier pour un usage qui était finalement très petit. Et donc, on a vraiment fait le choix. Bon, naturellement, il s'est fait parce que Bada a disparu, Windows Phone a disparu, mais on a vraiment fait le choix de se centrer sur nos applications phares parce que derrière, Biap, ça coûte cher, maintenir une application. Tu ne vas pas me contredire, Anaïs. Donc, il faut rester sur notre force qui est l'application de news principale. Il faut que ça soit rentable le plus possible, sinon les produits ne durent pas. Exactement, c'est finalement ce qui s'est passé avec Bada et Windows Phone. L'application Android Lite, donc juste je m'arrête 1 minute dessus, c'est vraiment une expérimentation qu'on a menée en 2019. C'est vraiment des sujets qui ont été échangés entre les équipes de 20 minutes, Biap, où on était conscient de cette nécessité de proposer des applications plus légères, plus responsables, qui vont moins consommer de batterie. Nous, c'était vraiment une exigence qui était remontée de notre panel, parce qu'on a un panel Moi Jeune chez 20 minutes, qui est 5000 jeunes de moins de 30 ans, avec qui on échange, la rédaction échange, et voilà, on s'était rendu compte que c'était vraiment un sujet important de déjà de proposer une application qui corresponde au téléphone que les jeunes avaient en tout cas à l'époque en entrée de gamme, donc qui leur permettait de consulter l'information assez facilement, légère, avec des appels réseau limités pour protéger la batterie, la data. Donc tous ces sujets, il y a 4-5 ans, déjà c'était un point essentiel. Et finalement, c'était notre bac à sable où on testait des fonctionnalités qu'ensuite on allait proposer dans l'app principale. C'est un peu ce qui s'était passé avec notre mode nuit ou hors connexion qu'on avait mis en place sur 20 minutes Lite et qui après, naturellement, aussi avec l'usage, on l'avait déporté dans l'application principale. Et donc, tout ça nous a permis de nous lancer enfin, c'est un projet dont on parle depuis un petit moment avec Anaïs, sur la refonte de cette application qui va être orientée éco-responsable. C'est le dernier point parce qu'on voulait répondre à cette problématique que les jeunes nous remontaient, cette tendance actuelle du marché, les chartes que nous avons signées en interne. Donc l'éco-responsable, mais aussi nous améliorer la rétention, c'est un point essentiel. Cette application actuelle, elle a 7-8 ans, donc elle a vraiment besoin d'être modernisée. Et elle s'inscrit aussi naturellement nous dans une refonte. On a retravaillé le print en 2022. Le site est en cours de refonte et devrait sortir à la rentrée prochaine. Et l'application dans les derniers mois de l'année, donc ça correspond aussi à une démarche de l'entreprise. On veut aussi proposer de nouvelles fonctionnalités dont on parlera un peu plus tard autour de la vidéo, forcément, qui est un élément très important aujourd'hui dans la consommation de l'info, mais qui est clairement antinomique avec tout ce qui va être des sujets RSE et compagnie. Donc, c'est toute la difficulté qu'on a dans ce projet. Quand on parle d'une application éco-responsable, on est loin de se dire qu'on va être l'application la plus éco-responsable du monde parce qu'on doit faire face à nos contraintes publicitaires, à nos contraintes d'usage de la vidéo. Le travail, la démarche, c'est vraiment de se mettre dans cette réflexion éco-responsable pour pouvoir faire en sorte d'optimiser au maximum l'application modulo les contraintes que nous avons au quotidien. La stabilité technique, le code vieillit, on le sait, on a empilé pas mal de couches depuis 7-8 ans et on a besoin de retravailler ça. Donc, il y a un gros sujet en ce moment. La pub, c'est un sujet compliqué avec beaucoup de SDK. Et le dernier point, ça va être la navigation connectée. C'est une décision qu'on a prise pour pousser les gens à se loguer. Et donc, l'application, il faudra se loguer pour consulter 20 minutes dans la nouvelle version. Et donc, pour terminer, en avant-première, alors c'est pas en avant-première parce que le Web Today a eu ses slides en avant-première, mais vous, en deuxième avant-première, je vous montre les maquettes de la nouvelle application qui sortira avec notre homepage, notre page article et des prototypes. Donc voilà, là c'est un sujet du récap, un sujet très important des jeunes. On voit l'émergence du Go Decrypt, donc il y a un besoin de faire des récaps d'actualité et donc l'application proposera cela. Si je me connecte, je pourrais savoir à n'importe quel moment de la journée les 4-5 infos à connaître dans l'actu en ce moment.
Voilà, Naïs, j'ai pas voulu être trop long sur cette partie-là parce que le plus important, c'est clairement ta partie et tout ce qu'on a réfléchi pour rendre ce projet éco-responsable. Donc, je te passe la souris. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Mickaël, pour cette introduction et le contexte de 20 minutes. Donc, en effet, je prends la transition sur la partie numérique responsable. Ce qu'il faut prendre en compte, en tout cas, et ce que nous, on a pris en compte dans ce projet, du coup, avec Mickaël et les équipes de 20 minutes, c'est qu'il y a quand même des fortes attentes des utilisateurs pour voilà, renforcer quelques portes ouvertes. Hein. Il y a 48% des Français qui ont des difficultés dans l'usage des outils numériques. Donc ça, c'est une réalité. On a aussi 89% des Français qui attendent d'une marque qu'elle s'engage. Donc même si c'est le cas de 20 minutes, bien évidemment, les utilisateurs ont de plus en plus besoin de preuves et aussi que ça se traduise dans les outils. On a 17% des Français qui sont en situation de fracture numérique. Donc là, on passe la partie difficulté. C'est vraiment des personnes qui n'ont pas accès au numérique. Et puis, il y a vraiment des attentes de plus en plus fortes des utilisateurs, mais on le voit aussi que les OS, forcément, militent aussi dans ce sens-là avec toutes les obligations qui nous poussent, hein, mais sur la dimension sécurité, données personnelles et transparence, on attend de plus en plus qu'une marque soit transparente et du coup qu'elle soit transparente aussi dans la manière dont elle va utiliser les données de ses utilisateurs. À côté de ça, on a le numérique responsable. Alors, je repose un peu le contexte du numérique responsable parce que du coup, on en parle beaucoup, mais ce n'est pas forcément clair pour tout le monde. Donc, dans les entreprises, on a la stratégie RSE, l'orientation de l'impact, comment l'entreprise va, on va dire, définir une trajectoire environnementale et sociale. Et là, on est dans le numérique responsable plus au stade du pôle IT, en tout cas, de la partie digitale, et comment on fait en sorte, avec les outils qu'on va créer sur le numérique, d'être plus accessible, donc de faire en sorte de toucher tout type de public et d'être inclusif, de respecter au maximum du coup l'environnement, donc d'être plus sobre et d'avoir une éthique de la data avec une protection aussi et des garanties pour l'utilisateur sur cette partie data. Pour rentrer un peu dans le sujet, avant d'aller dans le contexte de 20 minutes, je vous ai remis quelques grands principes de l'accessibilité. Alors, l'accessibilité, ça va se traduire sur voilà, différents principes. Il va y avoir un principe de perception. Donc, l'idée, c'est comment on va déployer les alternatives aux supports visuels et audiovisuels pour vraiment voilà, permettre une adaptabilité des contenus et créer des contenus qui sont très distinguables, donc avec des contrastes, des couleurs, des tailles. Voilà, donc être attentif à ça. Il va y avoir un deuxième sujet qui va être vraiment la compréhension, donc tout ce qui est paramétrage des langues d'utilisation, rendre vos contenus textuels lisibles et compréhensibles, mais aussi faciliter la saisie des formulaires et vraiment conserver une cohérence dans les éléments pour aussi simplifier la compréhension de la navigation, la compréhension de l'usage. Il y a tout ce qui est aussi autour de l'utilisabilité. De l'utilisabilité, donc comment on structure les écrans pour faciliter la navigation, tout ce qui est accessibilité du clavier, et aussi tout ce qui est prévoir des délais suffisants du coup pour que ça soit plus facile pour l'utilisateur de bien comprendre l'intégralité des sujets ou des informations qu'on va lui pousser. Éviter le clignotement, on se doute bien, il y a certains publics pour qui ça peut être compliqué, donc du coup faire en sorte que cette partie-là soit la plus utilisable possible. Et puis, il y a aussi un sujet de robustesse, donc conformité des standards ergonomiques et compatibilité avec les différentes technologies d'assistance. Du coup, on pense par exemple à des technos type VoiceOver ou autres pour vraiment faire en sorte que tout type de public puisse utiliser votre logiciel et votre interface. Donc ça, c'est les grands principes de l'accessibilité qui peuvent être très descendus, mais c'est pour voilà, remettre un petit peu de perspective là-dessus. Et quand on parle d'éco-conception, ça veut dire quoi concrètement? C'est pas forcément un sujet évident, mais en fait, on va le résumer en 2 points. Donc, c'est vraiment la prise en compte des aspects environnementaux pour réduire les impacts. Et le deuxième point, c'est d'avoir une réflexion plus globale sur l'usage des technologies. Donc, ça ne veut pas dire pour nous arrêter les technologies, mais ça veut dire en tout cas essayer de se questionner sur qu'est-ce qui va être utile pour l'utilisateur, qu'est-ce qui va être utile pour l'entreprise, et d'avoir une trajectoire qui va être la plus raisonnée possible. Et du coup, l'éco-conception, on va la travailler à 3 niveaux. Donc, vraiment au niveau de la définition et de la stratégie et de la spécification du produit. Quand on va faire le travail de conception, contenu et développement, donc ce qu'on est en train de travailler avec Mickaël. Puis après, on a aussi toute la partie après, donc l'hébergement et la fin de vie du logiciel.
Il faut avoir conscience que ce n'est pas un petit sujet dans le numérique, même si ce n'est pas le numérique qui est le plus pollueur, mais quand même, du coup, on n'est pas, en tout cas complètement neutre sur la partie numérique. On a 4% des émissions de gaz à effet de serre mondial qui viennent du numérique, avec une forte progression, parce que les usages font que de progresser tous les ans. On a des équipements utilisateurs qui sont responsables d'environ 3/4, mais du coup, on a aussi beaucoup de nouveautés, en tout cas dans les équipements. Et on le sait, hein, on a tout ce qui est obsolescence technique ou tout ce qui est obsolescence psychologique de nos appareils. On est quand même tout le temps poussé à aller acheter des nouveaux terminaux. Et on le voit bien quand on fait du mobile, voilà, on va toujours favoriser d'être plutôt sur les 2 dernières OS pour avoir les meilleures technologies. Mais dans le numérique, du coup, la matérialité, c'est-à-dire le matériel, c'est ce qui pèse le plus. Voilà. Et puis, on a ce que je disais, la phase de fabrication, c'est vraiment ça qui pèse le plus parce que ça représente 76%. Et puis, c'est souvent des sujets qu'on met un peu sous le tapis. Alors, nous, on est animateurs de la fresque du numérique, donc on sensibilise aussi nos clients sur ce sujet-là, mais on voit que l'usage du logiciel, mais derrière, il y a toute une réalité sur la construction des terminaux et sur, du coup, toutes les ressources, en tout cas, qu'on exploite pour créer les terminaux et aussi toute la dimension sociale que ça impacte. Alors voilà, alors du coup, maintenant qu'on s'est dit ça, c'est bien, mais comment on prend en compte ces enjeux dans une app? Comment on fait en sorte de l'intégrer dans le numérique? Eh bien, du coup, on va travailler sur 3 leviers. Un, réduire la consommation d'énergie, puisque c'est un sujet, en tout cas, qu'on va retrouver dans le numérique. Essayer de ralentir au maximum l'obsolescence du matériel pour avoir une durabilité du matériel et d'essayer d'avoir une stabilité, une durabilité des performances pour ne pas toujours refaire le logiciel, puisque, en fait, on le sait aussi, il peut y avoir un coût. En fait, le coût d'une refonte carbone et environnementale est déjà important. Et donc, après, plus on fait durer le produit, même le logiciel, et meilleur c'est, du coup, pour l'impact. Alors, comment on s'y est pris, du coup, avec Mickaël sur le sujet? Déjà, le premier sujet, c'est de faire un état des lieux sur l'existant. Et c'est un sujet un peu compliqué parce qu'il y a peu d'acteurs qui analysent réellement la partie application mobile. C'est très orienté sur le web. Donc, nous, on a un partenariat en ce moment avec Frugger où on expérimente justement pour leur donner aussi pas mal de data sur la partie appli. Mais c'est des sujets où, de toute façon, on est obligé de partir de mesures. On est obligé d'avoir des données un peu tangibles pour voir quelle trajectoire on met. Donc, Frugger nous a étudié sur 12 mois un petit peu la consommation de l'application. Alors, il faut savoir que Frugger, eux, ils travaillent sur des données. Ils travaillent en partenariat avec l'ADEME et sur les chiffres de l'ADEME pour, du coup, faire des projections et des calculs en fonction des différentes données du marché et des différentes études poussées par l'ADEME. Donc, ils ont analysé 2 points, l'usage, donc la distribution de l'app quand on télécharge les apps sur le store, l'utilisation de l'appli et les notifications push. Et ils ont analysé sur 2 scopes, la consommation d'énergie, donc ce qu'on se dit depuis tout à l'heure, la consommation d'énergie, donc tout ce qui est électricité, tout ce qui est en tout cas énergie qui permet de faire fonctionner nos appareils, et tout ce qui va être aussi la fabrication des terminaux, puisque on l'a vu tout à l'heure, la matérialité est un point important. Alors, il apparaît que du coup, sur une période de 12 mois, nous sommes à 183 tonnes de CO2, 184 même si je puis dire, et ça fait environ 230 grammes par utilisateur par an, l'équivalent de 2 km en voiture. Donc, ce qu'on voit déjà immédiatement, c'est que par utilisateur, l'impact n'est pas énorme, mais c'est la masse d'utilisateurs qui fait que du coup, l'impact est important. Alors, je vous ai mis quelques équivalences. Donc, sur une période d'1 an, les applications, ça représente 4419 litres d'eau en bouteille, 64 smartphones, 276 repas avec du bœuf, 3922 repas végétariens, 9191 km en voiture, et puis un certain nombre de trajets en TGV. Ça permet de se rendre compte de l'équivalence, que des fois les chiffres ne parlent pas particulièrement en tonnes de CO2, donc l'impact n'est pas. Il y a quand même un impact. Voilà. Et après, du coup, dans l'analyse, on a été un petit peu plus loin avec Frugger pour regarder quels sont les sujets de travail. Donc, il y a un premier sujet de travail qui est apparu sur les packages iOS et Android, donc des applications. Il s'avère que du coup, le package iOS était un peu plus important que celui d'Android. Donc là, c'est de la pure optimisation technique. Donc, on sait que pour la refonte, il faut qu'on fasse attention à avoir les packages qui soient équivalents et qu'on travaille sur ce point.
Il y a un autre sujet qui est apparu, c'est quel est l'impact des tiers. Donc, nous, ce qu'on voit, c'est que les applis utilisent beaucoup de réseaux. Alors ça, c'est un petit peu un sujet qui va pas être facile à traiter. C'est ce qu'on va voir dans un second temps parce que ça utilise beaucoup de réseaux parce qu'il y a de la pub, parce qu'il y a de la vidéo, mais qui sont des modèles, qui sont en tout cas des actions très fortes du business model de 20 minutes. Donc, du coup, sur lequel on va avoir des impacts qui sont minimes dans le travail d'éco-conception, mais sur lequel on peut quand même faire des choses. Puis après, il y a les terminaux. Ça, c'est le nombre de terminaux qu'on utilise et par rapport au nombre d'utilisateurs. Donc, du coup, ça, on ne peut pas trop jouer dessus. Et on voit que la partie data center pèse très peu dans le sujet. Il y a aussi l'analyse qui a été faite sur les scopes, en tout cas la partie énergie versus terminaux. Donc là, pareil, on voit que la partie énergie est plus importante que les terminaux, pour les mêmes raisons que ce qu'on vient de se dire tout à l'heure. Et puis la dernière analyse qui a été faite, c'est la partie distribution et utilisation. Donc en fait, comme les mises à jour sont assez légères et que du coup on travaille bien ce sujet-là, la distribution pèse très peu. L'utilisation, forcément, avec la masse d'utilisateurs, fait que du coup elle représente le plus gros impact. Donc, on a fait cette analyse côté Frugger pour la partie, on va dire, éco-conception. Et on a aussi fait, du coup, BIAB plus les équipes de 20 minutes, l'analyse sur la partie accessibilité. Donc, pour ça, en fait, la méthodologie, c'est on s'appuie sur le référentiel d'accessibilité RGAA, sur un fonctionnement d'audit manuel. Et puis, on utilise dans Figma un plugin qui s'appelle le plugin Stark, qui permet, en fait, d'évaluer l'interface sur les différents points dont on a parlé tout à l'heure. Et puis, voilà, on va mettre une granularité pour dire est-ce que tout va bien, est-ce qu'il y a des ajustements légers, est-ce qu'il y a plusieurs corrections ou est-ce que c'est vraiment, ça va pas du tout. Donc, du coup, on a fait cette analyse sur les deux volets. Et puis après, du coup, on s'est dit, il y a un certain nombre d'actions qui seraient intéressantes de faire. Comment on fait pour en travailler le plus possible sans impacter le business model de 20 minutes, puisque l'objectif aussi reste quand même d'avoir une trajectoire. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure avec Mickaël. Il faut avoir une trajectoire pour du coup que ça fasse sens pour les utilisateurs, que ça fasse sens avec la stratégie RSE de 20 minutes, mais il ne faut pas non plus casser l'entreprise et puis du coup faire en sorte que le business model ne soit plus viable. Donc, on a priorisé, avec des choses qui ont été rejetées et puis des choses qui ont été validées et puis des sujets où on s'est dit, c'est peut-être pas le bon moment de le faire, mais c'est des points à travailler pour la suite. Et donc, on a priorisé les actions. Donc, là, c'est les actions sur lesquelles on s'est dit, on peut y aller. Donc, sur l'accessibilité, par exemple, aujourd'hui, les applications ont des notifications push. On s'est dit, peut-être qu'il y aura un sujet de travailler sur les notifications sonores pour les personnes qui ont des problèmes plutôt de vue. Il y a le sujet aussi du contrôle des contenus multimédia. Donc, on utilise beaucoup d'autoplay, qui est quand même un point important et qu'on va retrouver dans les apps standards. Là, on s'est dit, est-ce qu'on peut laisser la main à l'utilisateur ? Puis après, il y a tous les sujets sur les respects des contrastes, les typos, et puis les espaces de boutons qu'on a retravaillés. Et sur la partie éco-conception, 20 minutes avait déjà des sujets sur la partie data center éco-responsable, donc ça, c'était validé. On s'est dit qu'on allait aussi utiliser tout ce qui est lazy loading, donc charger correctement les éléments, essayer de limiter aussi les animations et continuer de travailler sur la partie images et allègement des images. Je ne sais pas si, Mickaël, tu veux compléter certains points là-dessus ? Non, c'est exactement ça. Après, on a fait aussi beaucoup de tests, nous, auprès des utilisateurs pour valider certaines fonctionnalités qu'on voulait faire aussi. Peut-être qu'on a tous des idées, la rédaction a des idées, envie de telle ou telle chose, mais que finalement, derrière, on se rend compte que l'usage ou le retour des utilisateurs n'était pas forcément une fonctionnalité importante. Et donc, la refonte a été aussi des moments parfois pas simples en interne pour leur montrer que cette idée-là ne rencontrait pas énormément d'intérêt. Et donc, dans un cadre d'éco-conception, de faire que des choses qui soient utilisables, on a pris des décisions drastiques sur certaines fonctionnalités dans la nouvelle app. Donc ça, c'est un point. Et tu parles sur les vidéos, qui est un point essentiel. Toutes nos vidéos sont en autoplay. Ça fait partie du modèle. Mais là, on a pris la décision mais aussi pour remplir un objectif de connexion, dans une démarche éco-responsable, si la personne ne veut pas que la vidéo se charge en autoplay, elle se connecte et comme ça, elle a la possibilité dans son Manage Features de dire « je ne veux pas que les vidéos de 20 minutes se lancent en autoplay ». Donc voilà, ça répond à
à une requête de l'utilisateur. Et nous, ça remplit aussi un objectif de pousser les gens à se loguer, donc en mettant aussi en avant le critère d'éco-responsable. Bah, merci Mickaël pour ça. Et puis bah, forcément, il y a des choses aussi, tu l'as dit, hein, c'était pas facile d'aligner tout le monde aussi, qu'on a dû rejeter. Donc l'accessibilité, on a rejeté un petit point. Et par contre, sur la partie éco-conception, bah, voilà, il y a des choses qui sont inhérentes au modèle. Tout ce qui est donc suppression des contenus, c'est un peu compliqué pour un média. Tout ce qui est moins d'alternatives vidéo, c'est aussi compliqué par rapport à votre stratégie. Et tout ce qui est aussi bah, un petit peu de captation de l'attention, on le sait, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, les applis mobiles, ça permet aussi de travailler la rétention, de fidéliser les lecteurs, et donc du coup, on est aussi dans des logiques d'essayer de les faire revenir et d'essayer de les fidéliser au maximum sur la marque. Donc, je ne sais pas si tu veux compléter aussi ce point-là. Non, c'est parfait. Et donc, en fait, voilà, pour terminer le sujet, donc ça, c'est les points qu'on est en train de mettre en œuvre, puisque là, on est actuellement en train de développer les applications qui sortiront du coup d'ici la fin de l'année, enfin dans la période de rentrée. et donc, l'idée, c'est plutôt de dire que nous, le témoignage, en tout cas, qu'on a à faire avec Mickaël, c'est de dire que c'est aussi une trajectoire à prendre. Et c'est pas uniquement de dire on a fait des apps éco-conçus, et vous voyez, c'est super et tout fonctionne. C'est vraiment une trajectoire de dire bah, on mesure avec Frugger, on mesure avec des audits d'accessibilité, on se met un plan d'action, on les développe et on remesure derrière pour voir bah, comment on peut encore aller plus loin dans la trajectoire et comment du coup on peut continuer d'améliorer ces points. Et c'est pas magique, en tout cas du jour au lendemain, parce que bah, aussi c'est des sujets qui sont très neufs. On le voit par exemple, nous chez BIAP, ça fait 2 ans qu'on fait notre bilan carbone. Bah, cette année, notre bilan carbone est moins bon que celui de l'année dernière. Alors, il y a le Covid, mais parce que aussi, bah, il y a des nouvelles mesures de l'ADEME sur le numérique qu'il n'y avait pas avant. Et donc, qui fait que bah, du coup, plus il y a de connaissances sur ces sujets-là, et plus on peut bah, du coup, mieux travailler les sujets, quoi. Donc ça, c'est un point important qu'on voulait remonter. Et on voulait remonter aussi bah, la partie difficulté, en tout cas. Donc, peut-être, Mickaël, je vais te laisser témoigner là-dessus parce que, bah, en tout cas, c'est une démarche qui n'est pas simple non plus à mener dans les contextes d'entreprise qu'on connaît aujourd'hui. Donc, je te laisse peut-être la main là-dessus. Ouais. Alors, après, j'en ai déjà pas mal parlé. J'ai pris l'exemple de la rédaction sur le fait qu'il y a plein d'envies, plein d'idées et donc il faut parfois renoncer pour pouvoir avancer dans cette démarche éco-responsable. Donc, il y avait pas mal de sujets là-dessus. Les difficultés, bah, les acteurs, mon équipe commerciale, la régie, c'est un élément. Donc, c'est un peu parfois antinomique parce que eux, ils ont la pression des annonceurs qui veulent qu'on ait une démarche dans ce sens-là. Donc, ils vont valoriser énormément cela. Mais après, quand on leur dit il faut limiter les SDK, limiter telle ou telle chose, bah là, tout de suite, on arrive face à une confrontation qui est pas toujours simple sur les choix d'une envie d'avancer dans cette démarche-là et la réalité du quotidien. Donc voilà, donc il faut arriver à aligner tout le monde en interne et ça c'est un élément qui est pas toujours très simple. Mais si je termine plutôt en regardant le verre à moitié plein, moi je trouve que cette démarche, en tout cas dans mon équipe où j'ai une population très jeune dans mon équipe, hein, ils ont entre 25 et 30 ans, et là dans un cadre plutôt de fidélisation, de croyances personnelles, c'est vrai que depuis qu'on a mis en place ce projet, j'ai quand même une adhésion très forte de l'équipe qui se sentent voilà, investis aussi d'une mission de travailler là-dessus. Donc, je trouve que c'est un élément énormément motivant au sein des équipes et sur lequel on peut s'appuyer et même aussi pour les échanges interservices de cette démarche-là qui intéresse parce que de plus en plus de gens sont très impliqués par ces sujets et donc ça crée beaucoup de discussions, d'explications parce que c'est pas forcément tout n'est pas forcément simple à expliquer ce qu'on vient de se dire, même si là tu vulgarises vachement bien Anaïs cette partie-là, mais c'est vrai que je trouve que ça crée en tout cas en interne une dynamique qui va dans le sens de l'entreprise et qui est un élément important. Merci Mickaël. Et voilà, et donc du coup, on a terminé. Donc si vous avez des petites questions, vous pouvez les poser sur le chat. On est à votre dispo avec Mickaël, on va dire, après le webinar. On va laisser une petite seconde pour voir si du coup, il y a des personnes qui ont des questions. Et puis, afin qu'on puisse y répondre, je ne vois pas taper de personne. Voilà. En tout cas, comme au Web Today, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail si vous le voulez, parce qu'on ne sera pas à la sortie de la salle. Il y a Eric qui est en train de taper. Donc, du coup, on va peut-être attendre
Voilà, tu lui mets la pression, là, Naïs. C'est sûr que du coup, à la sortie du Web Today, on pouvait, du coup répondre aux questions. Alors, comment on passe de 2 km Par user, je pense que c'est-à-dire, je pense que c'est sur le calcul que Fruger nous a fait pour. alors du coup sur la question, c'est est-ce que parce que le calcul paraît Là, revient 9000, revient une slide. Attends, voilà, 9191 km en voiture. Ah bah parce que du coup là on n'est pas sur le nombre de kilomètres. Et ben c'est une bonne question ça. On n'est pas dans le nombre de kilomètres, c'est pour la totalité des utilisateurs. Et Oui, du coup c'est juste que Frogger m'a donné la première analyse. Et puis après du coup j'ai pris les 184 tonnes dans une plateforme d'État qui m'a redonné cette analyse-là. Alors peut-être que l'analyse est un peu différente entre les deux. Ce qui expliquerait du coup peut-être le différentiel. Je pense que c'est Data Agir que j'ai utilisé. Et donc, du coup, j'ai mis voilà. Donc, peut-être qu'ils ils m'ont pas donné exactement la même chose. Puis après, ça génère les petites images qui vont bien. Ah oui, ok. En fait, tu rentres 184 tonnes de CO2 et ils te mettent l'équivalent en image. Et le 2 km en voiture, c'était plus Frogger qui me l'a donné. Alors, est-ce que du coup, les plateformes ne calculent pas les mêmes équivalences? Il y a peut-être un différentiel là-dessus. Bon, alors du coup, voilà. Fois 500. Ouais, c'est ça. Voilà, donc je ne sais pas si ça répond à la question. En tout cas, Et en tout cas, si vous avez d'autres questions, eh ben, on est à votre dispo. On est à votre dispo par mail. Donc, du coup, Julien va remettre du coup, la partie notre mail contact et puis on saura faire le lien avec Michael ou moi si nécessaire. On vous remercie en tout cas à tous. Merci à tous d'avoir participé. Et merci Michael, encore une fois. Ah, il y a une nouvelle question. Non, c'est bon. Et merci Michael pour cette deuxième session pour ce webinaire. merci à toi, Naïs. Merci à tous. À bientôt. Au Merci, revoir. au revoir.